Je n'avais jamais aimé le grenier de la maison familiale. Poussiéreux, sombre, rempli d'odeurs de bois humide et de vieux cartons entassés, il représentait pour moi un lieu oublié, presque interdit. Pourtant, ce fut là que tout commença. C'était un dimanche après-midi, quelques semaines seulement après l'enterrement de mon grand-père. Ma grand-mère, d'une voix douce mais ferme, m'avait demandé de l'aider à trier certaines affaires qu'il avait laissées derrière lui. Elle voulait, disait-elle, mettre un peu d'ordre dans ses souvenirs. Je montais les marches grinçantes, une lampe torche à la main. La lumière du jour filtrait à peine par une petite lucarne, laissant danser des particules de poussière dans l'air lourd. Je pris une grande inspiration et m'attaquai au carton. Les premiers ne contenaient que des livres abîmés, des vêtements d'hiver oubliés et quelques albums photos. Rien d'extraordinaire. Mais au fond, derrière une vieille malle en cuir dont les sangles rouillées menaçaient de céder, je trouvai une boîte en bois. Petite, lourde, avec un cadenas cassé. Curieux, je soulevai le couvercle. À l'intérieur reposait un carnet noir, épais, aux coins usés. Sur la couverture, à peine lisible, un nom, Henri Delaunay. Mon grand-père. Mais ce carnet ne ressemblait pas à ses habituelles notes de jardinage ou à ses carnets de comptes. Non, celui-ci avait une allure presque solennelle, comme s'il contenait quelque chose d'important, de caché volontairement. Je l'ouvris. L'odeur du papier jauni emplit mes narines. Les premières pages semblaient ordinaires, des dates, des remarques sur la météo, quelques phrases banales. Mais plus je tournais les pages, plus l'écriture changeait. Les phrases devenaient plus longues, plus nerveuses, comme si mon grand-père avait écrit sous l'emprise d'une émotion forte. Une phrase attira immédiatement mon attention. Ce que j'ai vu ce soir-là ne doit jamais être révélé. Pourtant, le poids du silence m'écrase. Mon cœur s'accéléra. De quoi parlait-il ? Mon grand-père avait toujours été un homme simple, droit, presque austère. Rien dans sa vie n'indiquait de lourds secrets. Pourtant, ces mots trahissaient une angoisse profonde. Je continuai de lire, fasciné. Les pages suivantes évoquaient une nuit particulière, en 1952. Il parlait d'un rendez-vous secret, de voix dans l'ombre, d'une décision prise qui avait changé son destin à jamais. Mais à ce moment précis, ma lampe torche clignota puis s'éteignit. Je restai plongé dans l'obscurité du grenier, le carnet serré contre moi, le cœur battant. Je descendis précipitamment les marches, le carnet à la main. Dans le salon, ma grand-mère leva les yeux vers moi. En voyant le carnet, son visage perdit instantanément ses couleurs. Elle murmura, presque pour elle-même. « Tu l'as trouvé ?» Je voulus poser des questions, mais elle détourna le regard et se leva lentement, comme fuyante. Elle se contenta de dire d'une voix basse. Ce carnet ne devait jamais être lu. Je restai figé, incapable de répondre. Mais au fond de moi, une certitude grandissait. Ce journal cachait un secret enfoui depuis trop longtemps, et j'étais prêt à tout pour le découvrir. La nuit qui suivit ma découverte, je n'arrivais pas à fermer l'œil. L'image du carnet noir me hantait. Les phrases énigmatiques que j'avais lues tournaient en boucle dans mon esprit. J'avais grandi dans l'idée que mon grand-père était un homme simple, un ancien instituteur à la retraite, un passionné de pêche et de potager, un mari aimant. Mais ces mots griffonnés dans son journal laissaient deviner une toute autre réalité, un PAN de son existence que personne n'avait jamais soupçonné. Au petit matin, je descendis à la cuisine. Ma grand-mère préparait du café. Le carnet reposait sur la table, exactement là où je l'avais laissé la veille. Elle posa sa tasse avec lenteur, puis me regarda longuement. Ses yeux fatigués semblaient porter un fardeau invisible. « Si tu commences à lire ce carnet, dit-elle d'une voix tremblante, sache que tu ne verras plus ton grand-père de la même manière. Il m'avait juré de ne jamais en parler, mais je savais qu'un jour quelqu'un découvrirait la vérité.
Je voulus insister, lui poser 1000 questions, mais elle se leva brusquement et quitta la pièce, comme si le simple fait d'évoquer ce journal réveillait des douleurs trop profondes. J'étais donc seule avec le carnet et mes interrogations. Je m'assis et repris ma lecture là où je l'avais laissée. Les lignes de mon grand-père étaient nerveuses, son écriture parfois saccadée, mais chaque mot vibrait d'intensité. Il évoquait la France d'après-guerre, les années sombres de reconstruction, et surtout un soir particulier de l'hiver 1952. Il faisait froid. J'avais rendez-vous près de l'ancienne gare désaffectée. J'y suis allée à contre-cœur, mais je savais que je n'avais plus le choix. 2 hommes m'attendaient. L'un portait un long manteau sombre, l'autre gardait la main dans sa poche comme s'il tenait une arme. Ils m'ont parlé d'une affaire dont je ne devais rien dire. J'ai senti dès cet instant que ma vie basculait. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Mon grand-père, impliqué dans une histoire d'hommes armés? C'était impensable. Mais les détails étaient trop précis pour être inventés. Je continuais de tourner les pages. Il y était question d'un colis mystérieux, d'un secret transmis de main en main. Mon grand-père semblait avoir été choisi par hasard, piégé dans une histoire qui le dépassait. Mais jamais il n'écrivait clairement de quoi il s'agissait. Seulement des allusions, ce fardeau, cette responsabilité, ce que je devais cacher même à ma famille. Puis une phrase plus sombre encore apparut. J'ai commis l'irréparable. Et je porte ce poids en silence depuis ce soir-là. Je posai le carnet, le souffle court. Que voulait-il dire par irréparable? Une faute? Un crime? Ou bien la trahison d'un ami? À cet instant, j'entendis des pas dans le couloir. Ma grand-mère revenait. Elle entra, s'arrêta sur le seuil, et observa le carnet ouvert devant moi. Ses yeux s'embuèrent. « Henri ne t'a jamais parlé de son frère, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix fragile. Je fronçai les sourcils. Son frère? Non, il n'en a jamais eu. Elle serra ses mains l'une contre l'autre, comme pour se donner du courage. Parce qu'il a effacé son existence de nos vies. Mais ce journal, il en parle. Et si tu continues à lire, tu découvriras pourquoi. Un silence lourd s'installa. Je sentis la pièce se remplir d'un poids invisible, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Mon grand-père avait eu un frère, et je n'en avais jamais rien su. Tout un PAN de notre histoire familiale avait été volontairement effacé. Je refermai lentement le carnet. Mon regard se posa sur ma grand-mère. J'avais envie de lui demander davantage, mais je compris qu'elle n'était pas prête à tout me révéler. Elle me laissait avancer seule, pas à pas, dans le labyrinthe des secrets de mon grand-père. Ce soir-là, dans ma chambre, je repris le carnet avec une intensité fébrile. Chaque mot me semblait chargé de sens, chaque phrase une clé ouvrant une porte fermée depuis des décennies. J'ignorais encore ce que j'allais découvrir, mais une certitude s'imposait, je ne pouvais plus reculer. Le journal caché de mon grand-père n'était pas seulement un souvenir intime. C'était une confession. Et j'étais sur le point d'en percer les ténèbres. Le lendemain, je repris la lecture du carnet avec une impatience fébrile. Chaque ligne semblait m'aspirer dans une époque révolue, mais étrangement vivante. J'avais l'impression de suivre les pas de mon grand-père jeune homme, de ressentir ses peurs et ses hésitations. Et cette fois, les mots trahirent un secret qu'il avait tenté de dissimuler toute sa vie. Son frère. André était plus qu'un frère. Il était mon ombre et ma lumière. Plus téméraire que moi, plus libre aussi. Mais cette liberté l'a conduit là où il n'aurait jamais dû aller. Je relus ces phrases plusieurs fois, comme pour m'assurer que je ne rêvais pas. Mon grand-père avait donc bien eu un frère. Un nom, enfin. André. Pourquoi personne ne l'avait jamais mentionné? Les pages suivantes décrivaient leur complicité d'enfants, leurs escapades au bord de la rivière, leurs disputes futiles,
leur serment de ne jamais se trahir. Puis, soudain, le récit bascula. En 1952, André s'est approché d'un groupe d'hommes dont j'ignorais tout. Ils parlaient bas, se retrouvaient la nuit près de la gare désaffectée. Il m'a juré qu'il s'agissait d'une cause juste, qu'il fallait rester discret. Mais je voyais bien que leur regard n'avait rien d'innocent. Mon grand-père avait écrit ces lignes avec une nervosité palpable. L'écriture se brisait parfois, comme si sa main tremblait en traçant les mots. Puis vint un passage plus sombre. Le colis dont il parlait devait être livré en secret. André m'a supplié de l'aider. J'ai refusé d'abord, mais il m'a regardé avec cette intensité que seul un frère peut avoir. J'ai cédé. Ce soir-là, j'ai pris le colis des mains de ces hommes, sans savoir ce qu'il contenait. J'ai couru jusqu'à l'endroit convenu. Quand je suis revenu, André avait disparu. Je restais figé, le souffle coupé. Mon grand-père écrivait son récit comme une confession. Avait-il indirectement causé la disparition de son frère? Ou s'agissait-il d'un piège tendu à André? Les pages s'assombrissaient à mesure que j'avançais. Les mots étaient lourds, pesants. On m'a dit qu'André avait été arrêté. D'autres murmuraient qu'il avait été tué. Mais je n'ai jamais vu son corps. J'ai porté ce doute toute ma vie. Je sentis un frisson parcourir mes bras. Mon grand-père avait donc vécu toute son existence avec ce poids, celui de ne pas savoir ce qu'il était advenu de son frère. À ce moment-là, un souvenir me revint. Dans mon enfance, j'avais parfois surpris mon grand-père regardant longuement par la fenêtre, les yeux perdus au loin, comme s'il attendait quelqu'un. Peut-être qu'il espérait, au fond de lui, qu'André reviendrait un jour. Je refermai le carnet quelques instants pour reprendre mon souffle. Ma grand-mère entra doucement dans la pièce, comme si elle avait deviné ce que je venais de découvrir. « Alors, tu sais, dit-elle simplement. » Je hochai la tête. Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de lui? Elle s'assit en face de moi, ses mains jointes tremblantes. Parce qu'Henri avait fait le choix du silence. Il pensait que c'était la seule manière de protéger la famille. Le nom d'André ne devait plus être prononcé. Mais moi je l'ai aimé aussi, comme un fils. Son absence a laissé un vide que rien n'a jamais comblé. Je la regardais, bouleversée. Derrière son silence résigné se cachait une douleur ancienne, intacte. « Tu crois qu'il est mort ?» Elle ferma les yeux quelques secondes, puis souffla. « Je n'en ai jamais eu la certitude. Mais ton grand-père, lui, il savait plus qu'il ne l'a écrit. » Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse. Le journal n'était qu'un début, une porte entr'ouverte vers un passé enfoui. Et désormais, je savais que ma quête ne se limiterait pas à la lecture du carnet. Je devais comprendre. Découvrir ce qui était réellement arrivé à André. Cette nuit-là, en feuilletant les dernières pages que je n'avais pas encore lues, je tombais sur un passage étrange. Une série de chiffres et de noms de rues griffonnés à la hâte, comme une sorte de code. Mon cœur s'emballa. Peut-être que ces indications pouvaient me conduire vers la vérité. Je refermai le carnet avec la ferme intention de poursuivre là où mon grand-père s'était arrêté. Le secret ne devait plus rester enterré. Je passai les jours suivants, obsédé par ces séries de chiffres et ces noms de rues inscrits dans le carnet. Mon grand-père n'avait jamais été un homme désordonné. S'il avait noté ces indications, c'est qu'elles avaient un sens. Peut-être même un chemin laissé volontairement pour celui qui, un jour, découvrirait son journal. Je recopie et soigneusement ces éléments dans un cahier. Certaines adresses me disaient vaguement quelque chose. Des rues de la vieille ville, proches de la gare désaffectée dont il parlait dans ses récits. D'autres m'étaient totalement inconnus. Les chiffres, eux, ressemblaient à des dates ou à des numéros de maison. Un soir, je décidai de m'y rendre. La nuit tombait, et j'avais l'impression étrange de répéter les pas de mon grand-père, 70 ans plus tard.
La première adresse me mena dans un quartier ancien, où les façades décrépies semblaient figées dans le temps. Le numéro indiqué correspondait à une maison abandonnée, aux volets clos et au portail rouillé. Je contournai le bâtiment, guidé par une intuition. Derrière, une vieille plaque en métal indiquait « Entrepôt numéro 4 ». Mon cœur accéléra. Cela correspondait exactement à une mention du carnet. Je m'approchai d'une porte en bois, branlante, que je poussai avec précaution. Elle grinça lugubrement avant de céder. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'humidité. Des caisses éventrées jonchaient le sol. Tout semblait laissé à l'abandon depuis des décennies. Pourtant, en balayant la pièce avec ma lampe, je remarquai un détail troublant, un vieux graffiti gravé sur un pilier de pierre. 3 lettres entrelacées, AD. André Delaunay. Yerestai fic. Était-ce une coïncidence? Ou bien la preuve qu'il était bien passé par là? Je repris ma lecture du carnet une fois rentré chez moi. Mon grand-père avait écrit « Si quelqu'un lit ces lignes, qu'il suive les traces. Ce qu'André a laissé ne doit pas être perdu. J'ai caché ce que je n'ai pas pu détruire. » Ces mots résonnaient comme une injonction. Je n'étais plus simplement un lecteur, j'étais devenu l'héritier d'un secret transmis de génération en génération. Les jours suivants, je poursuivis mon enquête. Chaque adresse du carnet me conduisait à un lieu abandonné, oublié par le temps, un ancien café muré, une cour d'immeubles déserte, un hangar au toit effondré. Partout, de petits signes apparaissaient, presque invisibles. Une initiale gravée, un symbole tracé à la craie, une marque au couteau sur le bois. Tout semblait indiquer qu'André ou ses compagnons avaient laissé une sorte de réseau de repères. Mais ce fut la dernière adresse qui bouleversa tout. Elle me mena à la bibliothèque municipale, un bâtiment encore debout, toujours en activité. Je crus d'abord à une erreur. Pourquoi noter cet endroit public? Pourtant, les chiffres inscrits à côté correspondaient à une salle précise, section archives, casier 27. Je demandai l'accès aux archives, prétextant une recherche familiale. La bibliothécaire, peu méfiante, me laissa entrer. La salle était silencieuse, plongée dans une pénombre paisible. Je cherchai fébrilement le casier indiqué. Il était là, poussiéreux, oublié. À l'intérieur, je trouvai une enveloppe jaunie, scellée par de la cire. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. J'ouvris délicatement le seau, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre. L'écriture était différente, plus ronde, plus libre. C'était celle d'André. Si tu lis ces mots, c'est que j'ai échoué à revenir. Henri m'a promis de garder le silence, mais je savais qu'un jour, la vérité referait surface. Je n'étais pas un traître. Je croyais en ce que je faisais. Mais les hommes avec qui je me suis lié m'ont utilisé. Le colis n'était pas ce que je pensais. Et depuis cette nuit, ma vie est en danger. Je relus chaque ligne avec une intensité fébrile. André parlait d'une mission qui avait mal tourné, de personnes puissantes impliquées, et d'un secret qu'il ne pouvait pas encore révéler dans cette lettre. Mais il ajoutait une phrase troublante. Si je disparais, cherchez dans la maison familiale, sous ce que nous avions construit ensemble enfant. Là se trouve la preuve. Je sentis mon souffle se bloquer. Cela signifiait que la clé de ce mystère n'était pas dans les rues de la ville, mais chez nous. Dans cette maison où j'avais grandi, dans ce grenier où tout avait commencé. Je repliai la lettre avec précaution, les mains moites. Mon grand-père avait caché un secret, mais son frère avait laissé une ultime énigme. Et désormais, tout me ramenait à la maison familiale. Je compris que le dernier chapitre de cette quête allait se jouer là, entre ces murs où les souvenirs et les silences s'étaient entassés pendant des décennies. Je n'avais qu'une seule idée en tête, fouiller la maison familiale.
La lettre d'André résonnait dans mon esprit comme un écho obstiné. Sous ce que nous avions construit ensemble enfant. Je passais en revue mes souvenirs. Que pouvait-il bien avoir construit, lui et mon grand-père, quand ils étaient enfants? Une cabane? Un abri? Une cachette? Je questionnai ma grand-mère avec prudence. Elle sembla hésiter, puis ses yeux se perdirent dans le vide. Oui, ils avaient construit une cabane dans le jardin, derrière le vieux noyer. Mais elle a été détruite depuis longtemps. Ton grand-père avait tout recouvert de terre, un jour. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ces mots suffirent. Le soir même, armé d'une pelle et d'une lampe torche, je me rendis derrière le noyer. La terre était dure, compacte, mais quelque chose en moi me poussait à creuser. Les minutes s'écoulèrent, lourdes, rythmées par le bruit sourd de la pelle. Puis, soudain, le métal heurta un objet solide. Je dégageai la terre avec mes mains fébriles, et bientôt apparut une caisse en bois scellée par des clous rouillés. Je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, plusieurs documents soigneusement emballés dans un tissu usé. Mon cœur battait à tout rompre. Je dépliai le tissu. Il contenait des papiers jaunis, des coupures de journaux, et surtout un dossier marqué d'un sceau officiel. À peine avais-je lu les premières lignes que je compris l'ampleur de ce que je tenais entre mes mains. Ces documents parlaient d'une organisation clandestine, active dans les années 50, mêlée à des affaires d'espionnage et de contrebande. André y figurait comme intermédiaire potentiel, mais tout indiquait qu'il avait été piégé. Le colis dont parlait le carnet contenait en réalité des informations sensibles, que certains voulaient faire disparaître. Je lus avec avidité. Mon grand-père, en acceptant d'aider son frère, s'était retrouvé malgré lui impliqué dans une affaire dangereuse. Et quand André avait disparu, Henri avait choisi le silence, convaincu que parler mettrait toute la famille en danger. Parmi les papiers, je trouvai aussi une photo en noir et blanc, 2 jeunes hommes, souriants, devant un cabanon en bois. Mon grand-père et André. Leur complicité éclatait à travers ce cliché. J'eus la gorge serrée. Au fond de la caisse, un carnet plus petit, écrit de la main d'André. Je l'ouvris. Ces mots vibraient d'une intensité poignante. Si quelqu'un trouve ceci, qu'il sache que je n'ai jamais cessé de croire à notre serment d'enfant, ne jamais nous trahir. Henri, si c'est toi qui lis, je ne t'en veux pas. Je sais que tu as porté le silence pour protéger les tiens. Mais un jour, il faudra que la vérité éclate. Je refermai le carnet, les larmes aux yeux. Toute une vie de silence venait de se fissurer sous mes doigts. Mon grand-père n'était pas coupable. Il avait été victime des circonstances, condamné à porter un poids qu'il n'avait jamais osé partager. Lorsque je revins à la maison, ma grand-mère m'attendait dans le salon. Sans un mot, je posai la photo des 2 frères sur la table. Elle la contempla longuement, et une larme glissa sur sa joue ridée. « Alors, tu as trouvé ?» murmura-t-elle. Je hochai la tête. André n'était pas un traître. Il voulait se battre pour ses idéaux. Mais il a été pris dans un engrenage qui le dépassait. Grand-père a porté son absence comme une faute, alors que ce n'était pas la sienne. Un silence lourd mais apaisé emplit la pièce. C'était comme si l'esprit d'Henri, quelque part, avait enfin trouvé la paix. Je passai les jours suivants à trier les documents, à reconstituer l'histoire. Je compris que je détenais un PAN de mémoire enfoui, que personne n'avait jamais révélé. Mon grand-père avait choisi le silence, mais en cachant son journal et les indices, il avait laissé une porte entr'ouverte. Aujourd'hui encore, quand je regarde la photo d'Henri et d'André, je me dis que ce secret, aussi douloureux fut-il, m'a rapproché de lui. J'ai découvert l'homme derrière le grand-père, avec ses failles, ses choix, ses regrets. Le journal caché avait tout révélé. Et désormais, ce n'était plus seulement son secret, c'était mon héritage.